Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. C'est mercredi et la formule est consacrée. Mercredi, c'est WebPress. Aujourd'hui, je suis avec des intelligences de mon pays comme à l'accoutumée. Je suis avec Luc Kabongatre de Congo Web Télévision. Il présente 2 émissions actuellement sur Congo Web Télévision, Perspective et à livre. Actualité du livre. Actualité du livre. Je crois que cela prouve quand même que les Congolais lisent, parce qu'on a l'impression, on dit toujours, si vous voulez cacher la vérité à un noir, eh bien mettez-les dans un livre. Vous avez l'impression que les Congolais lisent. C'est une assertion discutable. Discutable. Hein? Il y a des noirs qui lisent, et qui lisent sérieusement, et parmi ces noirs-là, les Congolais qui lisent, il en est qui ne lisent pas. Donc, on ne peut pas faussement globaliser. Et généraliser des affirmations discutables. Ce sont simplement des clichés. Hein. Voilà, je suis avec Joël Cadet, Impact News. Bonjour Joël. Voilà, c'est la première fois maintenant pour cette année que vous soyez là. Et on va découvrir en tout cas mon dernier invité, c'est Pascal Owonje. Il est rédacteur en chef de CKTV. Très heureuse de vous recevoir. Merci pour l'aide. Je ne sais pas quelle émission vous présentez. Je présente les échos politiques. C'est une émission politique que je reçois alors les hommes politiques avec qui on échange alors sur Voilà. Voilà, les loups ne se mangent pas entre eux, on est entre nous, de la presse. Alors nous allons carrément commencer avec le calendrier électoral. Luc Kabongatre, le calendrier qu'on attendait en tout cas de tous nos vœux est sorti, mais ce calendrier fait remuer la marmite. Hein. Hier on a vu les opposants aller déposer un autre calendrier. Eux ils disent que ce calendrier n'est pas consensuel, le calendrier est vraiment irréaliste. Et vous, en tant que fin limier, en tant qu'analyste, vous pensez que les opposants ont carrément peur de s'affronter aux élections cette fois-ci, cherchent carrément des prétextes pour ne pas aller carrément aux élections? Non, moi je dis ceci, que le calendrier est sorti selon les prérogatives dévolues à la CENI. Donc le calendrier, c'est de droit constitutionnel reconnu à la CENI. Mais je argue encore que la science ou la praxis politique n'est pas une science exacte. C'est une science humaine, c'est-à-dire basée sur la relativité des faits. En politique, la politique c'est l'art du possible. Et ça peut être aussi l'art de l'impossible. L'opposition pense que le calendrier est discutable. C'est une œuvre humaine. Ça peut être vrai. Mais la CENI pense que c'est de son droit de publier un calendrier global tel que tellement qu'on l'avait exigé ça avait été exigé par et l'opposition et la communauté internationale. La première réaction à ma mémoire que j'ai enregistrée, c'était des réactions plus ou moins positives. La communauté internationale a applaudi ce calendrier. Mais lorsqu'on l'a scruté, décrypté à fond, ils se sont rendus compte, partant de ce que la CENI elle-même avait donné comme conditionnalité, on s'est dit, tiens, attention, il y a anguille sous roche. Et en politique, comme le président de la République le reconnaît d'ailleurs, le dialogue doit rester permanent. Si le chemin ou le schéma de l'opposition, c'est pour trouver une solution qui aille pour l'intérêt du peuple, c'est une bonne chose. Mais je constate en même temps, Paulette, consoeur, que et les politiques de la majorité, et les politiques de l'opposition, et même une certaine frange de la société civile, ne parlent pas foncièrement pour l'intérêt du peuple. Ils parlent pour leur intérêt personnel, leur calcul individuel égoïste. Et là-dessus, j'invite la population à ouvrir les yeux. Il ne faudrait pas que la population puisse payer, excusez-moi, les égarements, je suis encore gentil, je ne veux pas employer un grand mot, des politiques. Des politiques. Voilà. Joël Cadet, le calendrier est là. Pour vous, pratiquement, expliquer à cette population qui nous suit, à ce Congolais lambda, pourquoi ces calendriers est irréalisable. Parce qu'on s'est battu. La communauté internationale a fait pression pour que la CENI donne, enfin, sorte ce calendrier global. On a exigé ça. Et bien, c'est là, mais après tout, on trouve encore des failles. Le Congolais ne sera jamais satisfait, en fait. Qu'est-ce qui cloche dans ces calendriers, selon vous, pratiquement? Le calendrier a été publié et il a englobé toutes les élections. Il faut retenir qu'il y en a 7. 7. Donc à partir des élections locales, municipales, urbaines, provinciales,
législatives nationales, législatives provinciales et présidentielles en fin de compte. Et ce schéma de cette élection s'est rempli de beaucoup de contraintes. Parce que le calendrier a été certes publié, il est constitutionnel, mais il est assorti de plusieurs contraintes qui peuvent peser en sorte que la CENI... Est-ce que ces contraintes sont infranchissables? Sont infranchissables, de telle sorte que demain, la CENI peut vous dire, écoutez, vous n'avez pas rempli tel préalable, je ne serai pas en mesure d'organiser les élections. Et la plus grosse contrainte, c'est le budget de ce calendrier, qui est prévu à 1,145 milliard de dollars américains. Où est-ce que ça va sortir à cet instant ici? Et on sait qu'à un certain moment, nous serons butés. Il n'y a pas que ces contraintes liées à l'argent et à ces élections, mais les élections doivent être précédées également par l'installation de nouvelles provinces, l'installation de nouveaux districts, l'installation de nouvelles communes et territoires. La loi a déjà été promulguée. La loi a été promulguée il y a 2 jours par le chef de l'État. Donc, ce qui fait que, en tout cas, on est obligé d'aller au-delà de la date prévue. Alors, c'est là que je puis rejoindre Luc lorsqu'il dit pourquoi on organise les élections. Pourquoi ce n'est pas que les Congolais ne veulent pas qu'on aille aux élections. On tient à ce qu'on aille aux élections. Mais il ne faudrait pas que les élections en soi soient considérées comme une panacée. On va aux élections pour aller s'affronter, pour établir les chaos constructeurs, pour qu'on tombe dans ce qui est arrivé à la Libye, à l'Égypte, à la Syrie, à l'Irak, à l'Afghanistan. Bon, si les élections, c'est pour que l'on connaisse ce qui est arrivé aujourd'hui en Somalie, qui a été effacé de la carte du monde, en tout cas, je ne vois pas l'importance de ces élections. C'est là que je rejoins le contre-calendrier qui a été déposé par l'opposition, parce que notre opposition, plusieurs fois, elle a été traitée toujours de critiquer sans apporter une solution, sans proposer. Aujourd'hui, elle a apporté une contre-proposition du calendrier promulgué, publié par la CENI, ce qui revient dans ses droits constitutionnels, dans ses prérogatives constitutionnelles. C'est vrai, mais aujourd'hui, il est question que l'on voit pourquoi nous allons aux élections. Si c'est pour la paix, pour permettre à la population de donner le pouvoir à qui il veut, je crois qu'il y a lieu qu'on prenne la main du chef de l'État qui veut qu'il y ait dialogue. Ce dialogue-là, qui ne doit pas avoir des agendas cachés du partage du pouvoir, mais un dialogue où nous voulons nous engager vers les élections. Ok, qu'est-ce qui peut nous aider à ce que ces élections soient apaisées, que ces élections soient organisées dans un climat de convivialité, et qu'est-ce qui peut nous permettre, au cas où nous ne saurons pas répondre à ces contraintes et que nous pouvons aller au-delà du 20 décembre 2016, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pascal Oudjé, le dialogue, hein? L'opposition dit que ce calendrier n'est pas consensuel, on ne les a pas approchés pour élaborer ces calendriers. La CENI dit c'est dans ses droits, il a publié ces calendriers, c'est dans ses droits. Maintenant, comment ça va se passer pratiquement? Est-ce que la CENI va écouter l'opposition? Est-ce qu'il y aura blocage? Est-ce qu'il y a déjà blocage par rapport à ces calendriers et par rapport au processus électoral? Je doute déjà fort que la CENI écoute l'opposition. Et je le sais pourquoi je le dis. Si vous aviez suivi attentivement le Premier ministre hier, il a affirmé que le calendrier tel que sorti, c'est consensuel. Parce que dans la composition du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, il y a les 4 de l'opposition, de la majorité et de la société civile. Alors, déjà, le calendrier est consensuel. Le Premier ministre s'interrogeait comment l'opposition doit encore faire une autre proposition à la Commission électorale nationale indépendante. Donc, le problème est là. Déjà, je comprends que la CENI, probablement, ne va pas accepter la proposition de l'opposition. Mais qu'est-ce qu'il faut? Parce que le problème se pose. Le dialogue, vous l'avez évoqué. Je crois que lorsqu'il faut lire attentivement la résolution 2098, dans sa disposition 14.b, où on évoque la question du dialogue, c'est pour qu'on ait finalement des élections apaisées au pays. Pourquoi? Parce que en 2006, on a organisé les premières élections. Vous aviez vu ce qui s'était passé ici, d'abord dans la ville de Kinshasa. En 2011, des élections largement contestées, et d'ailleurs nous avions eu la CI, on a eu la CENI, qui a été réformée aujourd'hui, nous avons une autre CENI, c'est parce que les problèmes s'est posé. Et maintenant qu'on a réfléchi, on a pensé qu'il faudrait qu'on ait de bonnes élections en 2016. Les tensions sont là. Est-ce que les préalables ne sont pas réunis pour qu'il y ait des bonnes élections pour 2016? Pas du tout. On est en train de refaire la même chose, les mêmes erreurs. Présentement, les préalables ne sont pas réunis. Donc il faudrait qu'on trouve un cadre, c'est comme ça qu'on évoque le dialogue, qu'on trouve un cadre au sein duquel on va échanger ensemble, voir qu'est-ce qu'il faut. Est-ce que lorsqu'il faut continuer ou respecter ce calendrier, on ne va pas connaître le dépassement ou le glissement
arrivé en 2016, il n'y a pas élection présidentielle. Qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des questions qu'on devait déjà se poser dans l'occasion de ce dialogue. Si ils auront alors ce bon sens de l'organiser, le souhait des vrais Congolais comme nous autres aujourd'hui, c'est qu'on ait alors un dialogue parce que le problème est là. En tout cas, alors, arrivé en 2016, il n'y a pas élection. Ça va se passer comment? Comment Kabila, qui est pratiquement fait mandat, peut partir, par exemple? Comment ceux-là qui pensent peut-être demain être élus, seront élus, même s'ils étaient élus, n'est-ce pas, arrivé en 2016 et qu'il y a d'autres choses qui bloquent, ça va se passer comment? Il faudrait qu'on échange. Le problème est là. Vous aviez vu ce qui s'est passé ici dernièrement, ne fût-ce qu'à l'occasion du débat sur la loi électorale, la position des Congolais. Je crois que nous avons tout le temps possible de pouvoir, en tout cas, fournir les efforts pour qu'on ne connaisse plus de tensions au pays. En tout cas, c'est notre intérêt. Mais lorsqu'il faut analyser, en tout cas, le comportement de l'homme politique, opposition comme majorité. Comme l'a dit Luc, c'est vraiment leurs intérêts. Pas ce peuple. Effectivement, notre pays. Pourquoi les gens ne s'entendent pas? Dès le moment où nous nous acheminons vers les élections, je ne sais pas s'il faut encore parler de l'opposition, de la majorité. Parce que, bon, si moi, aujourd'hui, j'étais à l'opposition, demain, c'est les élections, un parti politique est tel, et que moi, je vois qu'avec telle personne, nous marchons ensemble, je ne serai plus de l'opposition cette fois-là, je vais l'accompagner. Et si lui aussi m'apprécie, lui aussi ne sera pas de la majorité, il va m'accompagner. Et donc maintenant, c'est Méli-Mélo, je crois que les gens doivent comprendre qu'il faut penser pour l'intérêt de la nation et non pour les intérêts... Voilà, nous sommes des journalistes. Luc, vous avez une émission Perspective. Est-ce que les Africains, Luc Mikomo, c'est la question que je vais poser à tous, ne peuvent pas revoir ce système d'élection, Luc? Parce qu'on a l'impression, franchement, que quand il y a élection en Afrique, il y a toujours de problèmes. Cette fois-ci, c'est le problème des mandats présidentiels qui pose problème. Vous avez vu au Togo, Faure Gnassingbé se présente pour la 3e fois. C'est selon leur constitution. Sassou Nguesso, eh ben, il dit, on ne sait pas trop bien sa position. Chez nous, c'est la même chose. Au Rwanda, c'est la même chose. Au Burundi, c'est la même chose. On a l'impression que les élections en Afrique, ça devient plus un problème qu'une solution. Est-ce que les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble et trouver un autre palliatif pour les élections? Est-ce que les élections sont vraiment quelque chose d'africain? On se pose carrément la question. Tout à fait. Le problème est foncièrement culturel. Je n'ai pas vu, ayant étudié un peu la sociologie africaine, un empire, un royaume où la succession au pouvoir était ou obéissait aux règles démocratiques à l'occidental. C'était de père en fils. De père en fils. Mais on peut aussi faire comme les Occidentaux. Ne pas faire le mimétisme démocratique, mais essayer d'africaniser la démocratie. Parce que, observez, dans la plupart des pays africains, la succession au pouvoir pose toujours problème. Il y a au Sénégal quelqu'un, Ouad pour ne pas les citer, qui est venu nous donner la leçon. Et qui a traité son successeur de fils d'esclave. Hein. Oui. C'est assez grave. C'est assez grave, ça. Et c'est un problème intrinsèquement africain. Donc, si vous proposez un autre schéma de démocratisation, cela peut être possible. Les Africains peuvent réfléchir. Dire, par exemple, que l'occidental a la notion mathématique du temps. Cela n'est pas de mise en Afrique. Comment concilier la notion mathématique du temps occidental avec la gestion du temps à l'africaine? À l'africaine. Trouver le juste milieu. Mais le problème, ce n'est pas non plus là. Le problème, c'est l'homme. Le problème, c'est la corruption du pouvoir. Le problème, c'est la volonté délibérée de l'homme qui refuse de se mettre dans le schéma tracé. Parce que la Constitution, c'est un contrat social. Quand vous avez signé et vous avez promulgué une Constitution qui est passée par référendum, ça veut dire que la population s'est exprimée et a dit ce que vous avez dit, on l'accepte. On l'accepte. Il faut l'accepter. Il faut le mettre en pratique. Le mettre en pratique. Pardon. Mais d'une manière générale, le problème ne vient pas surtout de la tête. Le problème vient du système. C'est pourquoi moi je dis toujours, quand on critique aujourd'hui
le président de la République, ce n'est pas la personne de Joseph Kabila Kabange à laquelle on s'attaque. On s'attaque à tous les systèmes. Et si vous réfléchissez, sauf avis contraire, le président ne dit rien, mais c'est son système qui distille des messages qui mettent le pays à feu et à sang. Donc, il faudrait que le système puisse comprendre que le jeu démocratique hérité à l'occidental, que nous avons accepté, c'est aussi un contrat social, à ces contraintes, il y a un début et une fin à toute chose. Oui, Joël. Est-ce qu'on peut pas... C'est vrai que c'est un débat qui peut paraître puéril, mais ça se pose maintenant dans la société africaine. Est-ce qu'on ne peut pas retourner, comme on le dit si bien, dans nos royaumes, dans nos empires, où la succession était quasi connue? On sait que celui-là, le fils va succéder au père. Il n'y avait pas de problème. C'était connu, c'était tracé, ça coulait. On ne peut pas revenir au royaume Lunda, Luba, Kuba, Congo et tout. Ben oui, mais parce que ça pose problème. Non, madame, je crois que... pourquoi il y a eu changement de tous ces régimes, de tous ces fonctions? Ce sont les Blancs d'ailleurs qui nous ont imposé ces États, qui nous ont été imposés. Des Blancs, même dans nos clans, là, il y avait la démocratie. La démocratie. C'est ça ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. Non, là, totalement, je suis vraiment... je ne suis pas sur la même voie avec mon frère Luc. Vous savez, qu'il s'agisse de la France, des États-Unis, de l'Angleterre, dans tous ces pays, dans tous ces États, le système qui persistait jusqu'avant le XVIe siècle, c'était l'Empire, c'était les royaumes. Et le pouvoir s'est donné de père en fils. Même jusqu'à ce qu'il y a eu la Révolution française, à ce qu'il y a eu les États-Unis qui se sont rebellés de la Grande-Bretagne. Donc, il y a eu évolution. Et aujourd'hui, ici, chez nous, il y a eu une évolution. L'objectif, en confiant le pouvoir au peuple, c'était pourquoi? C'était pour répondre. Peut-être les gens oublient ce qu'était déjà devenu le roi, comme Louis XIV. Il avait le pouvoir de la mort et de la vie sur ces sujets. Donc il pouvait vous appeler aujourd'hui le matin, le roi vous appelle. Donc ce que vous demandez là, c'est qu'on rentre à l'âge de l'Empire Lunda, ou lorsqu'on doit introniser, par exemple, un empereur, ou chez les Lubao, lorsqu'on doit introniser un empereur, on doit tuer 7 ou 10 personnes. Donc écoutez, comprenez que le changement vers le système démocratique répondait à quelques dérives totalitaires, à quelques dérives diaboliques que l'on avait constatées dans les chefs autocratiques. Et à ce niveau-là, on a dit, on remet le pouvoir au peuple, et le peuple choisit ses dirigeants, ceux-là vont au pouvoir pour résoudre le problème d'ensemble. C'est-à-dire, quand vous devenez chef, vous devenez serviteur de tous, et la logique de la démocratie, c'est comme Jésus le dit dans la Bible, celui qui est premier est le serviteur de tous. Celui qui veut être chef, il est le serviteur de tous. Donc vous arrivez là pour résoudre les problèmes des autres. Mais quand on dit non, il faudrait que... Oh, nous avons Ghana. C'est là où je ne suis pas d'accord, mon confrère. Nous avons le Ghana. Les élections se passent dans toute la paix possible. Vous n'entendez pas qu'il y a eu mort d'homme. Vous n'entendez même pas qu'il y a eu des égratignures. Certes, il y a un peu des attaques verbales par-ci, par-là. C'est normal, c'est ça la démocratie, même dans le match de football. Ça se constate. Au Bénin, depuis Mathieu Kérékou, jusqu'aujourd'hui, vous n'entendez pas qu'à l'approche des élections, il y a des problèmes. Il y a le Sénégal, bien que Ouadé avait tenté de persister, mais il y a les élections où vous n'entendez pas qu'il y a eu des échauffourées. Vous avez beaucoup d'exemples que je peux donner en Afrique si nous descendons en Zambie, en Tanzanie. La Tanzanie vient de passer, je crois, à sa 4e expérience d'organisation des élections présidentielles. On le sent même mais pas. En République démocratique du Congo. En Zambie, il y a eu 2 présidents qui sont morts. Avez-vous entendu qu'il y a eu des morts? Non. Mais en République démocratique du Congo, il y a un problème. Les chefs, les dirigeants n'aiment ni les Congos, ni les Congolais. Vous allez voir même lorsqu'ils sont là. On a parlé ici de quoi? De la maîtrise du cadre macroéconomique. Où est-ce qu'il peut y avoir une croissance sans une production à l'interne? Nous avons produit quoi pour maintenir quoi? Il y a la ferme de Mokangalozo. Voilà, c'est ce que je dis. Qui va livrer ses premiers produits, je crois, d'ici là. Donc, c'est juste pour vous dire que ici, il y a un problème. Quand on signe les textes, les lois sont là, sont préétablies. Pourquoi? C'est pour qu'il y ait la paix sociale. C'est ça l'objectif des lois. Vraiment, quand on les écrit dans les textes, madame, c'est pour que demain, après-demain, qu'il n'y ait pas de l'arbitraire. Mais ici, chez nous, c'est un problème. On veut imposer l'arbitraire et ceux qui en profitent. Ce n'est même pas le chef de l'État.
Ce n'est même pas le chef de l'État. Ce sont ceux qui sont tout autour du chef. C'est le système. C'est le système. Il n'y a d'ailleurs que le chef. Aujourd'hui, il y a un confrère qui l'a dit, et je donne ma main à couper, je le rejoins. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui veut l'organisation des élections, c'est Joseph Kabila. Mais tout le monde, tous les députés, de la majorité comme de l'opposition, personne ne veut pas qu'on aille aux élections parce qu'ils se voient déjà détrônés de leurs avantages. Et le confrère l'a dit, parce que quand on va vers les élections, il n'y a plus majorité, il n'y a plus opposition. Pascal Onjo, réfléchissons froidement. Zlama Zoumana, le nom m'échappe un peu comment, Dlama, bon, le secrétaire général de l'ONU, la dame sud-africaine, a carrément proposé, comme l'a dit Luc Bikomo, la notion de temps chez les Africains, c'est un peu élastique, on a l'impression qu'on est maître du temps. Qu'on mette, par exemple, pour un chef d'État africain, 25 ans. Il est élu aujourd'hui, on lui donne carrément 25 ans. Là, au moins, il a le temps, selon elle, de faire son programme, de faire tout ce qu'il a envie de faire. Et puis après 25 ans, c'est toute une génération. Vous naissez avec ce président, vous grandissez avec ce président, et puis un autre vient. C'est peut-être aussi une façon, pour nous les Africains, d'essayer de voir aussi autrement les choses. Parce qu'on n'est pas obligé de copier, de faire du copier-coller avec l'Occident, Joseph Pascal Onjo. Celui qui sera élu pour les 25 ans, les 25 ans pour lui seront insatisfaits. Mais je suis vraiment très d'accord avec mon confrère Luc lorsqu'il évoque la question de la culture. Il évoque même la sociologie africaine. Là, je suis très d'accord avec lui. Cette question a été évoquée même à l'occasion du sommet États-Unis-Afrique. C'est Blaise Compaoré qui était monté au créneau. Lui pensait qu'il fallait requalifier la démocratie au modèle africain. Et ça n'a pas marché. Parce que la démocratie, c'est d'abord une valeur. Une valeur, c'est ce qui est accepté comme bien par l'univers ou la communauté. La démocratie, je ne sais pas si elle est mauvaise. Je ne pense pas du tout. Il y a des études qui ont démontré que parmi les systèmes de gestion des États, le moins bon, c'est parmi les... entre autres Platon, c'est un philosophe, le moins bon, c'est la démocratie. Et je ne pense pas que la démocratie soit une valeur, en tout cas, mauvaise dans un État. Mais pourquoi son application pose problème? C'est là où j'ai rejoint alors Luc, lorsqu'il évoque la question de la culture. Bon, est-ce que c'est parce que dans nos cultures, le chef, on a entendu même Mobutu à l'époque, le chef, c'est celui-là qui s'impose sur les autres, il est chef. Donc jusqu'à la fin de sa vie, c'est là où le problème se pose. Parce qu'ici, c'est qu'on définit. Vous avez le premier mandat, par exemple 5 ans. Deuxième mandat, 5 ans. Au bout de 5 ans, vous ne pouvez plus vous présenter. Mais vous vous rendrez compte qu'en Afrique, beaucoup de présidents, lorsqu'ils sont fait mandat, ils trouvent d'autres stratégies. Comment y rester encore? Est-ce qu'il faut évoquer la question de la conservation du pouvoir? Je ne pense pas. Si c'est la conservation du pouvoir, il peut léguer à quelqu'un qui est plus proche de lui. Mais il veut ou ils veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir, y rester définitivement. Est-ce que c'est un problème totalement africain? Non. Là, on peut aussi relativiser parce que nous voyons certains pays... La Russie. Où les choses ont évolué, la démocratie évolue, l'alternative évolue sans problème. Mais alors, parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo, pourquoi chez nous ne serons pas, en tout cas, nous adapter, n'est-ce pas, à cette pratique démocratique? La vraie réponse, c'est en 2016. Nous allons voir qu'est-ce qui va se passer en 2016. Si en 2016, nous aurons un autre chef de l'État, nous allons dire non, en fait... Bravo, nous avons réussi. Voilà, nous avons réussi. La démocratie en République démocratique du Congo, effectivement, oui, c'est une valeur qu'on peut que... aussi capitaliser. Voilà, Luc, vraiment quelques mots. Non, je voudrais dire aux confrères... Je vous en prie. Que en Afrique, effectivement, il y avait la démocratie dans la succession des chefs. Mais cette démocratie-là était familiale. Le chef avait des conseillers, ainsi de suite, dans le tribu, la tribu, le clan, ainsi de suite. Ces gens-là se concertaient avant. Quand on venait en cérémonie officielle, tout était réglé. Donc, le clan, la tribu était tombée d'accord sur que c'est tel. Parce que, simplement, les chefs étaient polygames, d'une manière générale, et que tous les enfants étaient pressentis, prétendant au trône. Et pour les départager, ça se faisait au niveau de la famille et de manière consensuelle. Et quand on sortait, c'était que la famille, le clan, la tribu étaient tombés d'accord. Et on présentait le candidat. Je suis d'accord avec vous, vous m'avez même... Là où il faudrait qu'on complète, c'était pas n'importe qui. Oui. On tenait compte des valeurs. Des valeurs. Il y avait un critérium. Voilà. La moralité, la sagesse, et la maturité physique. Est-ce que le candidat a suivi le cycle initiatique? Parce qu'il y en avait ainsi à l'époque.
Donc, aujourd'hui, confrères, je suis d'accord avec vous, partiellement, quand vous dites, et moi j'ajoute, on a l'impression que les dirigeants n'aiment ni le peuple ni les pays. Je dis, on a l'impression. Pourquoi? Les actes qu'ils posent ne prouvent pas suffisamment que ces gens qui sont venus au pouvoir sont venus pour servir. Tu empruntes de manière heureuse l'éthique politique chrétienne, être serviteur de tous. Mais il faut savoir que les philosophes politiques ont dit le pouvoir corrompt. Machiavel nous a appris qu'il faut tout faire pour conquérir et conserver le pouvoir. Il n'y a aucun État au monde aujourd'hui qui n'applique pas le principe machiavélique, même aux États-Unis. Vous verrez, ils ont réussi à combler leurs 2 mandats, mais ils se préparent pour que l'alternative se fasse au sein même de leur famille politique. C'est ce à quoi nous invitons, nous autres, les politiciens congolais. Nous invitons la majorité. Parce que moi, j'ai reçu sur ce même plateau un opposant, je ne cite pas son nom maintenant, qui a dit qu'une fois le président de la République les a reçus, il leur a dit, cette fois-ci vous apprendrez comment il y a passation du pouvoir entre un président sortant et un président entrant. J'ai un peu travaillé avec le président Joseph Kabila. Son silence, si je l'interprète positivement, ça peut surprendre plus d'un. S'il y a des gens qui croient qu'il ne sait pas pourquoi il garde silence, je crois qu'il se trompe de grille de lecture. Voilà. Nous prenons le deuxième thème. Mesdames et messieurs, c'est le rapport 2014 de l'indice national du développement humain. La RDC a pris quelques points aujourd'hui, on se rend compte. Donc cette performance est le fait de la politique conduite par le Premier ministre Matata Ponyo sous le leadership du chef de l'État, c'est un forum des As. La RDC améliore sa cote. Alors, Joël Cadet, cette fois-ci, ça y est, on monte petit à petit du côté social. C'est vrai que le cadre macroéconomique est stable, c'est long depuis un bon bout de temps, mais bon, on a dit le social, ça va maintenant un peu. Bon, je crois, je pense qu'il y a lieu de l'acclamer. Le Premier ministre a gagné, le cadre macroéconomique a été atteint. Bientôt, nous allons aborder la croissance économique à 2 chiffres. D'ici 2030, nous aurons le Congo émergent. Le Congo émergent. Tout ça, c'est bien beau, mais je voudrais qu'on ait posé la même question, qu'on ait un peu à décaisser. Poser un peu la question à décaisser, c'est où? Dans l'Équateur. Non, dans la province du Kassai occidental. Ah oui, d'accord. Non loin de l'Équateur. Qu'on ait un peu à décaisser, qu'on pose un peu les questions à ces gens qui n'ont jamais vu même pas une pioche sur leur route depuis les 5 chantiers de la Révolution et de la modernité. Les 5 chantiers de la République. De la République, la révolution de la modernité. Okay. Ils n'ont jamais vu pas une pioche sur leur route, pas un tracteur. Le tracteur, le jour où le tracteur arrivera au chef-lieu du territoire de Dékessé, je crois que les enfants verront Dieu atteindre dans leur pays, dans leur territoire. Je suis bien d'accord avec tous ces chiffres qu'on avance. Mais ça, quel apport sur les Congolais lambda? Qu'est-ce qu'il a gagné? Bien sûr, aujourd'hui, posez la même question au directeur de la fonction publique. Au directeur, je dis bien au directeur, pas au chef de division, pas au chef de bureau, pas à l'agent, à l'AGB 1 ou à l'AGB 2. Posez cette question-là au directeur. Mais par rapport aux conseillers dans les cabinets ministériels, les conseillers à la présidence de la République, en tout cas celui-là, c'est vraiment la croissance économique parce qu'ils se sont tapés autant de jeeps, autant de maisons, autant de concubines, ainsi de suite. Donc c'est possible, madame, que l'on puisse dire que c'est la croissance. Mais je crois qu'il y a lieu, qu'il y a d'efforts à fournir dans les chefs du gouvernement parce qu'il y a maintenant 2 mondes, il y a 2 Congos. Le Congo où vraiment il y a cette croissance économique ici, et le Congo où vous sentez c'est la misère, où les gens mangent une fois 3 jours, où les gens, il n'y a plus des brasseaux qui s'allument dans la maison, les gens mangent le long des routes, les Thompson,
et les chikwang Joseph Onjo, la référence plus l'a dit, satisfait des agences des systèmes des Nations Unies. Kabila gagne le pari du social. Et ben c'est vrai, on vient de loin, hein, comme on l'aurait dit, on est un pays post-conflit, il faut quand même mettre un peu d'eau dans son moulin. Matata Ponyo se bat jour et nuit pour que ce cadre macroéconomique soit stabilisé. Et bien cette fois-ci, les preuves sont là, hein, l'indice développement humain nous le prouve. On vient de loin, mais malheureusement, on est allé nulle part. Vous êtes dur. J'ai l'impression que c'est de la subjectivité lorsqu'il faut analyser le fait d'être très près. Moi, je ne vis pas ailleurs, je ne vis pas dans un quartier IP, je suis dans un quartier normal. Je ne vois pas la vie changer avant, donc depuis que le Premier ministre est au pouvoir et comparativement au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé. En tout cas, je vois le style de vie de chacun. Peut-être ceux-là qui ont eu des promotions parce que, bon, les gouvernements sortent après quelques temps et puis ils ont la chance peut-être de se retrouver. Mais lorsqu'il faut analyser, franchement, le travailleur de la fonction publique, ce qu'il gagne, son style de vie, depuis Matata jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Nous sommes dans l'homéostasie. Ce qui veut dire, en plein des termes, c'est le statu quo, rien n'a changé, il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès. Mais le progrès en question, c'est dans le mental du chef du gouvernement. Moi, je parle de la subjectivité. J'aurais voulu qu'on soit un peu plus objectif, qu'on dise, bon voilà, quand nous n'étions pas encore au pouvoir, voilà le style de vie d'un Congolais. On fait même des statistiques pour démontrer comment le Congolais aujourd'hui vit. Et on nous parle d'$1, moins d'$1 aujourd'hui, un Congolais. Qu'est-ce qui a changé? Si on arrivait par exemple à $15, $20 à ce moment-là, on peut hausser les épaules et dire, bon voilà, l'effort fourni a produit quand même des fruits. Mais au jour d'aujourd'hui, rien n'a changé. Rien n'a changé. Voilà. Donc, c'est seulement les dirigeants. Ceux-là, dans leur tête, qui pensent, parce que je le dis toujours, curieusement, avec nos dirigeants, c'est que lorsqu'ils sont au pouvoir, ils oublient tout. Ils sont au pouvoir, ils pensent que la vie c'est ça. Ils oublient même leur passé. Mais j'aurais voulu que lorsque vous êtes au pouvoir, à un moment, vous regardez là où vous étiez, peut-être hier ou avant-hier, est-ce que le style de vie a changé? Si ça n'a pas changé, c'est que vous n'avez rien fait. Oui, Luc Kabongatre. C'est dans la même lancée. Moi, je suis écœuré de voir que des confrères écrivent Kabila gagne le pari du social. Je trouve que c'est extrêmement grave pour un journaliste qui connaît la valeur de mots, qui connaît la valeur de temps pour dire Kabila gagne le pari du social. Même si on posait la question au président de la République lui-même, il ne va pas l'admettre. Il ne va pas admettre ça. Et donc les confrères doivent faire attention parce que c'est qu'ils affirment, ils le font par écrit, ça reste, ça c'est de la complaisance. C'est le journal de mon ami André Ipakala. J'ose croire que même si vous vouliez caresser dans le sens du poil le pouvoir, vous auriez pu dire Kabila en passe de gagner le pari du social. Ça pouvait encore passer. Kabila sur l'élan de gagner le pari du social. Mais ce qu'il dit est un peu contredit par le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, qui conduit la vie de la nation au quotidien. Curieusement, qu'est-ce qu'il a dit? Le Premier ministre, dans sa conférence de presse, moi je n'y étais pas, je suis à la télé, dit la situation économique reste difficile, mais la situation macroéconomique est maîtrisée. Mais j'ose croire que dans la logique économique, avant d'arriver au stade macroéconomique, il faut passer par le stade économique. Mais là, je ne sais pas par quelle magie, parce que le miracle existe. Hein. Vous êtes dans un pays où du matin jusqu'au soir, les gens ne font que prier, et Dieu peut être venu, et il a opéré le miracle, parce que mon confrère Joël parlait des décaissés. Mais vous êtes allé trop loin, Joël. Ici à Kinshasa, la semaine passée, j'ai eu une émission avec le député national Batumona, parlant de la situation des routes. Parce que vous disiez, en passe de devenir un pays émergent à l'horizon 2030. J'ai cité quelques exemples de routes qui sont abîmées. À l'instant même, une pluie de messages s'est abattue dans mon téléphone. On cite Elengesa, Bokassa, et ceci, et cela.
attends, est-ce que nous nous moquons des mots? Est-ce que nous prenons la juste température de notre réalité? Que non, confrères. Nous savons que les efforts se font. Bravo Matata, parce que vous avez sauté l'étape économique qui devrait constituer la matrice pour la formation de la classe moyenne. Vous êtes allé à l'étape macroéconomique. C'est le discours que aiment entendre les agents du système des Nations Unies. Bravo! Nous vous félicitons. La dernière fois, quand j'avais rencontré le Premier ministre Matata, je lui avais dit, Paulette, que Monsieur le Premier ministre, lorsque nous, la presse, nous critiquons vos actions, encore que nous montrons ce qui va bien, ce n'est pas que nous en voulons à vous, mais nous voulons vous inciter à aller plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, si le Premier ministre me suit, il dira, ah, Luc avait raison. Il est bien entendu par les institutions qui aiment entendre son discours, alors que pendant que je lui en parlais, nous avions le nez tourné vers le bas. Okay. Donc j'ose croire que le Premier ministre doit continuer comme ça, comme il est au niveau macroéconomique. Le lendemain, ça sera au niveau super macro. Supra-économique. Après supra, okay. Macroéconomique. Voilà, la télé c'est le temps. Nous devons avoir la notion mathématique du temps, hein, comme le dit si bien Luc Mikomo Kabonga. Le temps ne nous appartient pas, la télé c'est le temps. Voilà, nous sommes à la fin. Mais j'ose croire que vous avez compris quand même l'essentiel du message hein, de mes compatriotes. Merci à Luc Kabonga de Congo Web Télévision. Merci à vous également. Voilà, une intelligence pareille, c'est vraiment ne pas lâcher. Merci à Joël Cadet, Impact News. Vous sentez la passion, hein. On aime tout ce pays, chacun se bat pour apporter sa pierre de reconstruction pour ce beau pays qu'est la République démocratique du Congo. Voilà, et Pascal Owonja, rédacteur en chef de Seka TV, merci en tout cas à vous. C'est une intelligence que je découvre, je crois que ce ne sera pas la dernière fois que vous passez en tout cas sur WebPress, la porte vous est ouverte. Et voilà mesdames et messieurs, l'émission continue sur ma page Facebook WebPress, posez les questions et nous allons débattre. Et comme vous le savez, le monde est devenu un village planétaire, même si le net n'est toujours pas bien rétabli, on se bat toujours pour être accessible parce que le Congo vit dans le monde. Hein. On n'est pas un monde à part. Voilà, nous nous retrouverons avec le même plaisir le mercredi prochain. Merci Inch'Allah. beaucoup, Paulette. Au revoir.